vas passer loin. Oui, c'est pas... Moi aussi, j'ai eu un petit raté. Bien, bah écoutez, je vous propose de passer aux questions. On va commencer par la salle et puis ensuite on va prendre les questions de nos amis internautes. Les salariés qui peuvent travailler debout peuvent le faire grâce à des sièges qui les maintiennent debout. Est-ce qu'on considère que le muscle travaille suffisamment pour éviter la sédentarité ou est-ce que finalement c'est juste un gadget pour éviter de ne pas avoir un lumbago? Alors, par exemple, pour vous donner une idée, j'essaie de me rappeler les valeurs. Ça augmente un incrément de 50 kilocalories par heure. Même pas, non, on n'est même pas à ça. On est à 10-11 kilocalories par heure. J'avais fait un calcul il n'y a pas longtemps, parce que j'avais fait une présentation, pour perdre du poids, 5 kilos de poids pour la personne lambda, il faudrait 5 ans. Ouais, 5 ans environ, juste en étant debout. Alors c'est très bien, mais on reste finalement sur du très léger. Nous, on le voit plus comme une étape pour revenir dans l'activité physique. Voilà. Après, il va y avoir quand même une contraction musculaire, c'est bien, mais quand on va regarder un petit peu les effets sur la glycémie, certaines études en voient, certaines études n'en voient pas. C'est encore très disparate. Mais en tout cas, par exemple, sur le poids, ça ne va pas faire quoi que ce soit, etc. Je ne sais pas si tu as un complément. Oui, non, je suis complètement d'accord. Il y a aussi le fait qu'il y a des études d'Abdoul Doulo à Fribourg qui ont bien montré qu'on avait aussi des gens qui sont, je vois pas comme ça, je vois pas, qu'il y a des gens, et je me lève, qu'il y a des gens qui sont energy saver, c'est-à-dire que pour le même type d'activité, on va pas avoir la même réponse physiologique. Donc moi, par exemple, je vais me lever, ma fréquence cardiaque va augmenter et va rester relativement haute parce que je suis debout par rapport au fait d'être assis. Donc je vais dépenser un peu plus d'énergie. Par contre, si par exemple vous vous levez, peut-être qu'au bout d'une minute, votre fréquence cardiaque, même debout, sera redescendue à votre fréquence cardiaque assis. Donc il y aura toujours cette contraction posturale musculaire qui sera bénéfique, c'est sûr, mais d'un point de vue énergétique, c'est encore moins sûr. Vous savez, la relation entre la dépense d'énergie et le mouvement, en dessous de ce que nous on dit 40 watts, mais c'est-à-dire sur les faibles activités, est très incertaine encore. Mais il est mieux d'être debout qu'assis. Voilà. Aussi. Quand on est assis comme ça, on se maintient par rapport à être affalé. Là, en fait, on fait face à des problèmes techniques, parce que finalement, c'est la posture. Et la posture, c'est très difficile à aller étudier avec des accéléromètres ou des moniteurs d'activité. Il en faut plusieurs. Donc, ça devient un petit peu compliqué. On ne va pas équiper une personne avec plusieurs moniteurs. Donc, on n'a pas forcément des données là-dessus. Il y a eu quand même certaines études qui ont essayé de mesurer justement l'incrément, l'impact sur la dépense énergétique. Quand on va utiliser, vous savez, maintenant c'est à la mode, là, les boules par exemple de yoga, ou de gym, pour être devant l'ordinateur. Et ils observaient un petit incrément, mais pareil, on est comme sur la position debout, on joue sur de très faibles niveaux. Encore une fois, c'est mieux que rester assis avachi. On a vu, il y a des recommandations minimales d'activité physique pour les enfants, notamment on a dit 1 heure pour les 5-18 ans. À l'inverse, est-ce qu'il y a une recommandation maximale, par exemple d'activité sportive, au-delà duquel ça pourrait nuire à la croissance ou Non, il n'y a pas de recommandation maximale, c'est-à-dire on est incapable de vous dire au-delà de tel niveau ou volume d'activité physique, vous allez avoir des effets délétères. C'est très variable en fonction des enfants, en fonction de la pratique sportive aussi. Il y a certaines pratiques sportives qui sont plus traumatisantes que d'autres. Mais là, ce n'est pas le niveau de pratique ou le volume de pratique, c'est la nature de l'activité qui va entraîner un effet plutôt délétère. Donc, il n'y a pas vraiment de niveau. Il y a des données, surtout chez l'adulte récemment, qui sont sorties, qui montrent bien une relation inverse entre le niveau d'activité physique et les risques de mortalité. Et puis, ça tend à s'aplanir sur les gros niveaux. Mais on n'a encore pas de relation claire qui dise attention, on a une courbe en U et plus vous faites de l'activité physique, moins bien c'est. Il faut juste différencier quelque chose d'important, c'est le niveau d'activité physique et les sportifs de haut niveau. Nous, on a l'habitude de dire que les sportifs de haut niveau, c'est nos premiers cas pathologiques parce que c'est un extrême, c'est un modèle, d'accord ? Donc du coup, il faut faire attention. Avoir un haut niveau d'activité physique ne veut pas dire être un sportif de haut niveau où là, on aura des effets très spécifiques à la pratique, à des niveaux
excessif à des taux de sédentarité qui sont énormes. Les plus grands sédentaires, c'est les footballeurs professionnels, par exemple, enfin, chez les sportifs. Et donc, à un moment donné, là, ça va être spécifique. Par contre, on n'a pas de niveau d'activité physique, je parle, statistiquement associé à une remontée du risque de mortalité ou autre. Question là-bas. Oui, j'ai une question. Par rapport aux applications smartphone qui calculent le nombre de pas que vous faites, par exemple, sur une journée, est-ce que ces applications tiennent compte de l'activité physique basse ou de ces activités supplémentaires des 30 minutes qu'on devrait faire par jour? Vous voyez, comment est-ce qu'on peut analyser ceci dans une application? Vous voulez dire si les applications sont dédiées à la mesure du comportement sédentaire? Non, je veux simplement demander si les applications smartphone où on peut voir les pas qu'on a effectués sur la journée, est-ce que ça peut tenir compte dans une activité physique recommandée ou est-ce que ça fait partie de l'activité physique en dehors, passive? Ça va être les deux, puisqu'en fait, ce que ça vous compte, ce sont en fait des coups par minute. Vraiment, la donnée brute, c'est un coup par minute. Donc, à chaque fois que vous allez marcher, mais même si vous êtes dans votre cuisine et que vous bougez un petit peu, il va y avoir un coup par minute, puisque c'est par exemple, je suis là, et puis je fais ça, et donc là, il y a eu un mouvement. Et ça, c'est compté. Et après, ça va le compter avec différentes intensités, en fonction du mouvement. C'est la grosse difficulté de toutes ces applications aujourd'hui, ces smartphones, les Fitbit, les Garmin, etc. C'est d'aller discriminer entre le faible niveau d'intensité, l'intensité légère, et le comportement sédentaire. Ça, on a beaucoup de mal, ils n'arrivent pas encore à bien discriminer. Ils arrivent à très bien voir l'activité physique d'intensité modérée ou intense. Dès qu'on est sur des niveaux bas, c'est compliqué. Après, on est aussi à des niveaux limites en termes de précision. Mais ça donne des informations quand même intéressantes. Après, c'est à vous de savoir si vous l'avez fait dans un contexte structuré ou si vous l'avez fait dans un contexte de la vie du quotidien. On a une question ici. Permettez juste une question pour donner la parole à nos amis internautes qui s'interrogent sur le sens de la causalité. Alors je lis. Est-ce que nous sommes sûrs de la cause et de la conséquence? Est-ce que c'est parce que les enfants sont sédentaires qu'ils sont obèses? Ou bien est-ce que c'est parce qu'ils sont obèses qu'ils sont sédentaires? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Oui, moi j'ai abordé, c'est à un moment donné ce que j'ai bien dit, c'est une association bidirectionnelle et en fait on ne sait pas. Alors après, ce que j'ai essayé de présenter, c'est des résultats justement où on a cet aspect prédictif qui montre que la sédentarité a un rôle sur la prise de poids à long terme, qui suggère que ça pourrait avoir un effet causal. C'est aussi les études qu'on a faites en expérimental avec l'alitement, où là, on induit des profils métaboliques proches de ceux que l'on observe chez la personne obèse ou diabétique, même quand on contrôle tout et qu'on a bien contrôlé la masse grasse. Donc on peut imaginer, et on l'induit sur des paramètres clés de la régulation du poids. Donc on a des pistes, des évidences scientifiques qui s'accumulent et qui suggèrent que ça pourrait être causal. Maintenant, ça reste un sujet de débat. Oui, je pense qu'il faut faire attention. Quand on regarde les chiffres de l'obésité dans les années 50, ils sont bien inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Et effectivement, la sédentarité était aussi bien inférieure, etc. Je pense qu'on a eu une augmentation de l'obésité. On n'a pas eu un boom de l'obésité génétique. On a eu une augmentation de l'obésité aussi de par notre style de vie. Est-ce que c'est lié au manque d'activité physique, à l'augmentation de la sédentarité, à une plus mauvaise alimentation, une alimentation plus dense, plus fréquente? Je ne m'aventurerai même pas à donner une réponse parce que c'est lié à tout ça et c'est culturel. Et par contre, effectivement, c'est un cercle vicieux. Un enfant qui va déclarer une obésité pour quelque raison que ce soit va malheureusement rentrer dans ce cercle vicieux. Donc la cause et l'effet, c'est encore, notamment chez l'enfant, c'est encore très difficile d'aller... c'est bidirectionnel. Je pense que là, on ne peut pas s'attaquer d'un sens ou l'autre. Surtout avec les effets épigénétiques. Exactement. Donc là, on rentre dans des cercles vicieux, pas possible. Une question. Particularité enfant hyperactif et activité physique. La particularité. Vous pouvez la répéter dans le micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde entende. Il y a eu un travail qui a été fait concernant l'enfant hyperactif et l'activité physique. Parce que chez les enfants, maintenant, comme c'est une pathologie maintenant,
Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un travail sur ça? Alors, il y en a eu beaucoup, mais il y en a surtout eu beaucoup qui ont essayé de voir si l'activité physique pouvait être un outil pour aider à la gestion de ces enfants-là. Et effectivement, il y a des travaux dans les écoles, et moi j'aime bien qu'on arrête de partir des résultats de laboratoire pour aller à la pratique, et parfois qu'on parte de la pratique, qu'on écoute nos instituteurs et les gens qui sont avec ces enfants-là, et finalement la meilleure science c'est un peu eux des fois, et eux ils nous disent, bah moi dès que je vois qu'il commence cet enfant-là qui est concerné par une hyperactivité, à se déconcentrer, à s'activer un petit peu trop, eh ben, je n'hésite pas à faire une activité physique ou à lui proposer d'aller utiliser un vélo au fond de la salle, ou etc. Pourquoi? Parce que ça permet de canaliser en quelque sorte cette hyperactivité. Il ne faut pas confondre l'hyperactivité et le haut niveau d'activité physique, ça n'a rien à voir. Par contre, cette hyperactivité qui peut être pathologique, l'activité physique est un moyen, alors c'est un peu contradictoire, on dit que l'activité va permettre de calmer l'hyperactivité. Mais c'est ça, donc l'activité physique est un très bon moyen pour gérer les crises d'hyperactivité chez ces enfants-là. On a besoin de plus d'évidence scientifique, il y en a déjà, mais écoutons les gens qui sont au contact de ces enfants tous les jours et ils ont assez de preuves. J'ai beaucoup apprécié votre topo qui est extrêmement documenté au niveau scientifique et très agréable à écouter. Maintenant, la question que je me pose en sortant de la salle, moins de 2 heures d'écran, qui va pouvoir faire ça? Se lever toutes les 2 minutes, toutes les 20 minutes, quel métier le permet? Et donc je suis en train de me dire, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire des recommandations plus accessibles pour inciter les gens à arriver au but? Et à faire des recommandations trop drastiques, le but c'est de décourager la population. Qu'en pensez-vous? J'en pense que je suis forcément d'accord avec vous. Je vous invite au symposium SFN en anglais juste après, où justement on va donner plein de chiffres, où on va dire tant de temps passé debout, tant de temps passé assis, pardon. C'est délétère, on ne peut pas être aussi quantifiable. Il y a Santé publique France l'année dernière qui a sorti des recommandations d'activité physique où ils ont enlevé les seuils. Et ils ont dit on encourage à bouger plus, on encourage à une alimentation plus équilibrée. Et je pense que c'est ça. Et vous avez des belles données qui disent que les recommandations, c'est très bien. Je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas bien, je viens de vous les présenter. Mais qui disent aussi qu'il y a un très bon papier dans le BJM l'année dernière, non, il y a 2 ans maintenant, qui montre que, attention, si vous avez votre patient ou votre personne inactive qui arrive, si vous lui dites, bah maintenant, il va falloir faire atteindre les recommandations, il ne le fera pas et il ne viendra plus vous voir. Par contre, si vous arrivez à lui montrer que ne serait-ce que faire quelques pas de plus, Audrey disait toutes les minutes comptent. Si vous augmentez de 14 minutes votre activité légère à modérée par jour, et on n'est pas en train de parler des recommandations là, juste 14 minutes, c'est possible quand on va d'un bureau à l'autre, vu que c'est minute par minute, vous pouvez diminuer drastiquement votre risque de mortalité. Et je pense que le message, il y a la science, vous avez complètement raison, et il y a les seuils qu'on met, et le message finalement c'est, je crois que c'est ma conclusion de la présentation d'après, c'est on a un besoin urgent juste de bouger plus. Et si je peux... Moi j'aimerais pas conclure, mais ajouter deux points. Vous avez raison, hein, 2 minutes toutes les 20 minutes, c'est pas possible, ça reste expérimental, là on est dans le laboratoire. Alors après, nous on essaie de sortir du laboratoire quand même. Donc moi je demande à des gens pendant plus d'1 mois de faire 5 minutes toutes les heures. Et en fait, on leur demande soit de faire 5 minutes toutes les heures, soit de faire 45 minutes une fois par jour, ce qui est un petit peu les recommandations. Hein. Et ces gens, quand ils font ces breaks, ils nous disent qu'ils se sentent beaucoup mieux, ils ont beaucoup plus de vigueur, ils se sentent beaucoup moins fatigués, surtout chez des gens qui sont en surpoids ou en obèses, qui sont des personnes à risque. Et en fait, finalement, ces petits breaks, alors là encore, on est sur des études de concept, hein, mais ces gens disent « oui, j'aime bien, et j'aime le faire, et j'arrive à le faire », et ils atteignent, en faisant ça, exactement les mêmes niveaux d'activité physique qu'avec les recommandations classiques, et en plus avec les mêmes niveaux de dépenses énergétiques. Donc on a quand même des leviers qu'on va pouvoir utiliser qui, je pense, sont importants. Et c'est là où nous, on veut aller dans le monde de la vraie vie, de changer les cultures. Moi, quand je vous dis, mais arrêtons de prendre les escalators sans bouger. Mais vous les voyez tous les jours, ces gens. Et en fait, on a quand même des leviers, je pense. Donc je ne suis pas aussi pessimiste. Et en plus, alors je vais aller un peu à l'encontre de ce que dit David. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais pour remettre un petit peu, pour refinir ce sur quoi j'ai commencé, si on remet dans le contexte évolutif, aujourd'hui, ce n'est pas 150 minutes qu'il faudrait faire. C'est 90 minutes par jour minimum pour revenir à ce pourquoi on a été naturellement sélectionné. Donc oui, dire toutes les minutes, c'est bien, tout à fait, parce qu'on est sur de la santé publique.
un petit peu, c'est mieux que rien. C'est ça le message. Mais on est très loin de ce qu'il faut faire. Donc voilà. Bien, écoutez, nous arrivons au terme de ce symposium. Il ne reste plus qu'à remercier les intervenants.